Sur notre planète bleue, l'eau donne sans compter. Elle nous enchante et nous ravit. Elle est source de plaisir et au commencement de toute vie. Partons à la découverte de ces régions du monde où l'homme et l'eau entretiennent des rapports innovants et prometteurs. Tout le monde connaît le Grand Canyon, emblème de l'Ouest américain. Mais que sait-on du fleuve qui l'a creusé? Le Colorado. En plein désert, il alimente des millions de personnes en eau. Pour cela, il a fallu le dompter et le dériver. Si bien qu'aujourd'hui, le fier Colorado se perd dans le sol avant même d'avoir pu atteindre la mer. Mais il y a de l'espoir. Il se pourrait bien que le fleuve retrouve un jour son embouchure et que son estuaire asséché reprenne vie. Le Colorado prend sa source dans les montagnes rocheuses. Il traverse 5 États américains et parcourt 2300 km avant de terminer sa course au Mexique. Au printemps, l'eau des fontes fait gonfler les ruisseaux qui s'unissent pour former un fleuve puissant. Depuis des millions d'années, le Colorado grignote les massifs de roches et adopte leurs couleurs. Il leur doit son surnom de fleuve rouge. Sur son cours, le Colorado s'élargit en plusieurs endroits et forme des lacs. Ce sont des lacs artificiels, créés pour fournir de l'eau à des millions d'Américains. Sans eux, le sud-ouest des États-Unis ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui. Il a fallu des prouesses techniques pour retenir le cours du Colorado. Le barrage Hoover est une véritable attraction touristique. Le lac Mead, formé par le barrage Hoover, est l'un des plus gros réservoirs d'eau des États-Unis. Bronson Mack travaille pour l'Agence de l'eau du Sud du Nevada. Il est inquiet. D'année en année, le niveau du lac baisse.
Le Colorado est frappé par la sécheresse depuis 15 ans. Dans la région de Las Vegas, c'est normal d'avoir un temps sec, avec peu de pluie et jamais de neige. Mais dans les Rocheuses, qui fournissent l'essentiel de l'eau du lac Mead, il y a bien moins de neige que dans les années 1980 et 1990. Moins de neige sur les sommets, donc moins d'eau de fonte pour alimenter le Colorado, et donc moins d'eau dans le lac. La limite supérieure de la roche blanche que vous voyez marque le niveau le plus élevé du réservoir. Actuellement, l'eau est à 40 mètres en dessous de cette marque. La sécheresse qui sévit le long du fleuve a pris des proportions alarmantes. Si le niveau devait encore baisser de quelques mètres, la pénurie d'eau serait officiellement déclarée et les prélèvements du lac fortement restreints pour toutes les communes de la région. Ce serait une première dans l'histoire du réservoir, créé il y a 80 ans. Si les routes qui mènent au rivage n'étaient pas régulièrement prolongées, les marinas qui bordent le lac auraient dû fermer depuis longtemps. L'accès à l'eau du Colorado est régi par toute une série de contrats, de décrets et de traités qui forment ce qu'on appelle la loi du fleuve. Cette loi détermine précisément qui a le droit de prélever de l'eau et en quelle quantité. Elle donne en quelque sorte un cadre au rapport entre les États fédéraux concernés par cette question. La loi du fleuve a empêché les conflits entre États depuis son adoption en 1922. Mais la sécheresse met à mal ce vieil équilibre. Là où autrefois étaient amarrés les voiliers, le sol est maintenant à nu. Chaque année, la quantité d'eau prélevée dépasse celle qui vient alimenter le réservoir. À l'époque du partage des droits de l'eau, certaines régions comme le sud du Nevada étaient à peine peuplées. En conséquence, les droits alloués à cet état désertique étaient proportionnellement peu élevés. Mais il a fallu que la plus gigantesque ville dédiée au divertissement voie le jour précisément à cet endroit. « 40 millions de touristes par an, 150 000 chambres d'hôtel, un paradis pour joueurs, bâti sur du sable. » Jeux d'eau édifiants, casinos géants et spectacles de tous les superlatifs. Quand on aime, on ne compte pas. Et ce n'est pas le niveau des lacs qui va gâcher la fête. Mais la sécheresse est en embuscade et la capitale du jeu est menacée. À Las Vegas, le boom économique a attiré beaucoup de monde. La ville grandit et chacun veut son jardin, si possible agrémenté d'une piscine. Mais la municipalité a pris des mesures drastiques et les habitants doivent désormais apprendre à économiser l'eau. Kevin Perry effectue des rondes de surveillance pour le compte de l'agence de l'eau. Sa mission, traquer les gaspilleurs. Kevin et ses collègues sont surnommés les flics de l'eau. J'habite à Las Vegas depuis 45 ans et j'ai vu le nombre d'habitants passer de 200 000 à plus de 2 millions.
La population a donc décuplé malgré les conditions climatiques extrêmes de la ville. On a un climat excessivement sec. Il tombe rarement plus de 5 cm d'eau par an. Les nouveaux arrivants sont habitués à ce que l'eau leur tombe du ciel et arrose leur jardin. Mais ici, l'eau est comptée et à la fin du mois, il faut payer la facture. Les nouveaux ne sont pas habitués à surveiller leur consommation. La réglementation est dictée par l'agence de l'eau est stricte. Pas d'arrosage en journée et en hiver, seulement une fois par semaine. L'inspecteur a l'œil. Une simple flaque est un indice. La moindre infraction est filmée. Les flics de l'eau de Las Vegas distribuent en moyenne 5000 amendes par an. Magnanime, Kevin laisse toujours une chance aux contrevenants et accorde au propriétaire un sursis pour régler le problème. Dans un premier temps, nous privilégions le dialogue. Mais avec ceux qui refusent malgré tout de changer leurs habitudes, nous passons à des méthodes plus coercitives. Nous donnons des amendes pécuniaires qui peuvent également être graduelles. Et en cas de refus de paiement, on coupe l'eau, tout simplement. En vérité, l'agence de l'eau verrait d'un bon œil la disparition complète des gazons de particuliers. Car contrairement aux eaux usagées des ménages et des piscines, qui sont récupérées par les canalisations, l'eau versée sur les milliers de pelouses s'infiltre dans les sols. Elle est irrémédiablement perdue. La ville incite ainsi les propriétaires à renoncer au gazon au profit de jardins qui s'inspirent de la flore du désert. L'architecte paysagiste Emmett Seldenrust s'est spécialisé dans la métamorphose des jardins de Las Vegas. Là où elle passe, l'herbe se transforme en cactus. Elle fait aussi planter des agaves dans des parterres surélevés qui permettent de retenir l'eau. La municipalité subventionne ces travaux. La loi du désert s'impose à tous. Amy en sait quelque chose. J'ai commencé mon activité de paysagiste quand je me suis installée ici. Je venais de l'Ohio et j'ai perdu des milliers de dollars en plantes qui ont dépéri parce que je ne comprenais pas l'environnement. Mais je ne cesse d'apprendre et d'essayer d'élargir la gamme de ce qui est cultivable ici. J'adore les plantes désertiques, mais même ici, ce n'est pas toujours évident. En hiver, il arrive qu'il gèle, alors qu'en été, on peut approcher les 50 degrés à l'ombre. Dès qu'elle le peut, Amy se rend dans le désert. Il suffit de passer les limites de la ville pour rencontrer les célèbres Joshua Trees et des yuccas. Les cactus arborent parfois de très jolies fleurs. Marcher dans le désert, pour Amy, c'est joindre l'utile à l'agréable. Le paysage et son écosystème la fascinent. Ici, chaque plante est championne en gestion de l'eau.
De retour chez elle, la paysagiste a toujours la tête pleine de nouvelles idées. Amy s'est créée une petite oasis en ville. Son jardin lui sert aussi d'atelier. C'est ici qu'elle concrétise les idées que la nature lui inspire. Dans leur grande majorité, mes clients apprécient leur nouvel environnement parce qu'il évolue, qu'il y a plein d'odeurs. En plus, ils n'ont plus besoin de tondre la pelouse et de régler des factures d'eau. De plus en plus de propriétaires franchissent le pas. Peter Young est l'un des plus anciens clients d'Amy. Quand ce manager à la retraite s'est installé, il y avait encore de la pelouse à la place des cactus et des agaves. Le jardin avait besoin d'être régulièrement entretenu. Une affaire idéale pour la petite entreprise d'Amy. The grasses? Yeah. Hey, you told me you wanted But as you can see, they grow like crazy and then they die off and they come right back. They do. These were just a little tiny thing. Look how big they have got. Peter était là de payer des amendes. Il a fini par contacter Amy. Le terrain devant la maison est incliné et l'eau d'arrosage coulait régulièrement dans la rue. Tous les mois, on recevait une amende de $40. En plus, à force de vivre ici, on finit par comprendre que l'eau est une ressource précieuse. Et puis on avait envie de changer de look. C'était plutôt joli avant, avec la pelouse et les fleurs. Mais on s'est dit que si déjà on était dans le désert, autant créer un environnement cohérent. Et on est ravis. C'est beau et c'est différent. S'il est nécessaire que les particuliers changent leurs habitudes, ce n'est encore qu'une goutte d'eau d'économiser. Las Vegas compte plus de 50 terrains de golf, verdoyant tout le long de l'année. Ils sont à leur tour dans le viseur de la municipalité. Al Kuker est l'intendant général du golf club de Desert Willow. Pour lui, la question de l'eau est avant tout économique, ce qui lui a donné une idée. Enfouie dans le sol, l'installation qui pilote l'arrosage automatique utilise deux sources d'eau distinctes. Les greens sont arrosés avec de l'eau issue du circuit d'eau potable. Mais les autres pelouses sont arrosées avec de l'eau issue des stations d'épuration. Le club bénéficie d'un tarif préférentiel pour l'achat de l'eau épurée. De son côté, la ville économise de la précieuse eau potable. Mais la municipalité aimerait aller encore plus loin. À une époque, nos terrains étaient très verts, avec beaucoup d'arbres et de plantes de régions tempérées. Et puis on a signé un accord avec l'agence de l'eau pour convertir une partie des surfaces vertes en désert. Ça nous a permis de bénéficier de subventions. Le club économise ainsi $140 000 par an. Les membres ont dû s'acclimater au nouvel environnement, mais au moins, la cotisation reste abordable.
La conversion de l'herbe en désert nous permet d'économiser environ 100 000 litres d'eau par mois. Sur une année, c'est loin d'être négligeable. Si les jardins et les terrains de golf grignotent les réserves d'eau, qu'en est-il des casinos et de leurs millions de visiteurs? La réponse est inattendue. Et cela grâce à des stations d'épuration de toute dernière génération. Chaque goutte d'eau usée en provenance des hôtels et des habitations y est traitée. Un canal, le Las Vegas Wash, réachemine ensuite l'eau épurée jusqu'au lac Mead. Il alimente au passage une étonnante zone humide aux portes de la ville. Là où il y a de l'eau, il y a de la vie, même dans le désert. La zone humide attire les tortues et les oiseaux aquatiques. Et les coyotes des environs. Une foulque macroule en fait l'amère expérience. Le Las Vegas Wash restitue au lac Mead les 3/4 de l'eau que la ville prélève dans le Colorado. Las Vegas est autorisée à reprélever 1 litre d'eau du lac pour chaque litre qu'elle a restitué au réservoir. Ce mécanisme est vital pour la ville. En 2002, au début de la sécheresse, la consommation d'eau de Las Vegas était relativement élevée. On était connus pour notre mauvaise gestion des ressources. La sécheresse nous a forcés à changer nos habitudes. Depuis, on a baissé notre consommation de 30%, alors que sur la même période, la ville a gagné un demi-million d'habitants. C'est la preuve qu'une ville peut grandir et avoir une économie viable tout en utilisant très peu d'eau. Au sud de Las Vegas, à environ 1500 km de sa source, le Colorado entre dans son cours inférieur. La région qu'il va traverser est d'une extrême aridité. C'est le désert de Mojave. Ces immenses dunes de sable ont des allures de Sahara. Pourtant, même ici, l'American Way of Life a su s'imposer. Le premier peuplement humain de la région est ancien. Des signes indiens tracés dans le sable qui remontent à 2000 ans en attestent. Là où passe le Colorado, la nature verdit.
D'impressionnantes ceintures de roseaux bordent les rivages. Les oiseaux aquatiques tels que les pélicans y trouvent de la nourriture en abondance. Mais le cours du fleuve est régulièrement perturbé par des obstacles construits par l'homme. Le barrage impérial a été conçu dans un objectif très précis: prélever d'immenses quantités d'eau. En aval du barrage, le Grand Colorado fait triste mine. Car une grande partie de ces eaux est détournée par le All American Channel. L'imposant canal transforme les sols poussiéreux du désert en terres arables. Nous sommes ici dans un haut lieu de l'agriculture intensive. Les sols de la région sont d'une fertilité exceptionnelle, mais ils seraient inexploitables sans l'apport en eau du Colorado. Les champs du sud de l'Arizona reçoivent 450 millions de mètres cubes d'eau par an. C'est plus que l'allocation attribuée à tout l'État du Nevada. Légumes ou dattiers plantés au cordeau, dans la vallée de Yuma, à 50 km à peine du barrage impérial, tout se cultive. Tom Davis occupe sans aucun doute l'un des postes les plus importants de la région. Il préside l'Association des usagers de l'eau du comté de Yuma. Son rôle, assurer la bonne répartition de l'eau entre les champs. La vallée de Yuma est sillonnée par des canaux de toute taille. Chaque litre d'eau compte. L'impitoyable climat désertique l'exige. Au moindre dysfonctionnement d'une écluse, Tom se rend sur place. Et en quelques clics de souris, le problème est réglé. Il faut que la manne du Colorado coule en continu. Toute l'économie de la vallée en dépend. Les agriculteurs de Yuma livrent les plus grandes chaînes de supermarchés du pays, selon des plannings fixés longtemps à l'avance. Nous fournissons suffisamment d'eau dans cette vallée pour couvrir les besoins d'environ 20 000 hectares de surface, cultivés par près de 6 000 agriculteurs. Leurs revenus dépendent intégralement de l'eau du Colorado. À cela, il faut ajouter toute une série d'activités annexes, indirectement liées à l'agriculture. Entreprises de réfrigération, d'emballage, transporteurs, etc. C'est à l'aube, au moment des récoltes, que l'on saisit le mieux le poids économique de l'agriculture. Des milliers d'ouvriers agricoles traversent alors la frontière mexicaine. L'organisation est rodée. Les agriculteurs fournissent les machines,
Des entreprises mexicaines spécialisées fournissent les travailleurs. Les ouvriers sont payés à la tâche. Les salades sont directement ensachées. Chacun sait ce qu'il a à faire. Car time is money. Le temps, c'est de l'argent. Les agriculteurs de Yuma fournissent tout le pays. Toutes les salades américaines consommées en hiver sont produites ici. Grâce aux fruits, aux céréales, aux salades, aux légumes et au bétail, le secteur dégage un chiffre d'affaires annuel d'1 milliard de dollars. Il y a différents facteurs qui expliquent l'exceptionnelle productivité de cette région. D'abord, la qualité des sols. Nous sommes ici dans une plaine d'inondations naturelles. Le terrain est parfaitement plat, facile à travailler et à irriguer. Et puis il y a le climat, 350 jours de soleil par an. Il est plus tempéré que dans n'importe quelle autre région de Californie ou de l'Arizona. On peut cultiver des plantes toute l'année. Mais nos cultures les plus rentables poussent en hiver. Tom est fier de ce que les agriculteurs de Yuma font pour leur pays et de ce que leurs ancêtres ont réalisé à l'époque du Far West. Au 19e siècle, le Colorado n'était pas encore endigué et il était navigable. Les navires à vapeur passaient par Yuma pour acheminer hommes et biens de la côte pacifique jusqu'à Las Vegas. C'est en 1902 qu'ont commencé les travaux de défrichage du désert. Les premiers barrages ont alors été construits. Si le chemin de fer a largement facilité la colonisation de l'Ouest, l'eau a également joué son rôle. Les agriculteurs de la vallée profitent aujourd'hui du travail des pionniers. Ils bénéficient de droits sur l'eau très importants. Yuma a les droits d'usage sur l'eau du Colorado les plus anciens de l'État de l'Arizona, car nos ancêtres étaient parmi les premiers arrivants. De ce fait, nos droits sont aussi parmi les plus protégés. En cas de pénurie, les allocations d'eau les plus récentes peuvent être interrompues ou même supprimées. Mais nous pourrons toujours continuer à prélever de l'eau. C'est ce qu'on appelle la doctrine de l'appropriation antérieure. Premier arrivé, premier servi. Et les agriculteurs de Yuma n'ont pas l'intention de renoncer à leurs droits d'usage. Car s'ils travaillent de manière de plus en plus efficiente, c'est pour que l'eau économisée soit utilisée pour irriguer de nouveaux champs. Les champs accueillent plusieurs cultures différentes dans l'année. En hiver, par exemple, ce sont des plants de céleri. En été, le paysage change du tout au tout, et c'est au tour du blé de conquérir les terres. Les céréales du désert sont exportées jusqu'en Italie, où elles sont transformées en pâtes, vendues sous l'étiquette « pâtes italiennes ».
L'activité est trop rentable pour que quiconque à Yuma songe à l'abandonner. Quant aux conséquences que cette agriculture a sur le fleuve, personne ne semble s'en inquiéter ici. À chaque prélèvement, le Colorado se rétrécit. Et 50 km plus en aval, le résultat est là. Un énième barrage s'élève à la frontière entre les États-Unis et le Mexique. Le barrage Morelos prélève ce qui reste d'eau au fleuve, cette fois-ci au bénéfice des agriculteurs mexicains. En aval du barrage, le lit du Colorado est presque à sec. Un petit ruisseau a remplacé le fleuve qui se frayait autrefois un chemin jusqu'à l'embouchure. Le cours d'eau est à peine plus large que la ligne de démarcation entre les deux pays. Trop petit pour se maintenir en plein milieu du désert. À 20 km au sud du barrage, les dernières gouttes du Colorado sont englouties par le sable. On ne distingue ensuite qu'une piste poussiéreuse qui serpente le long des canaux d'irrigation. L'ancien estuaire verdoyant du Colorado est aujourd'hui un désert. À l'embouchure, pourtant, dans le golfe de Californie, l'eau semble de retour. Mais il s'agit d'eau de la mer qui vient s'infiltrer à chaque marée. Par des centaines de petits chenaux, l'eau salée pénètre de plus en plus loin dans les terres. Sevré d'eau douce, le sol de l'estuaire se recouvre d'une croûte de sel dont la surface ne cesse de s'étendre. La situation empire d'année en année, tant que la sécheresse perdure. Peu de plantes y survivent. Mais tout n'est peut-être pas perdu. En 2014, le barrage Morelos a offert un spectacle inédit depuis des décennies. L'ouverture des vannes. Pendant 8 longues semaines, le Colorado a pu couler librement. Pour la première fois depuis longtemps, le lit du fleuve était à nouveau rempli d'eau. Qu'est-ce qui a rendu possible cette opération? Pendant plusieurs années d'affilée, le Mexique n'avait pas épuisé ses droits d'usage. L'eau non utilisée était restée stockée dans le lac Mead. C'est alors qu'une fondation écologiste, l'Institut Sonoran, a suggéré d'utiliser une partie de cette réserve pour inonder l'ancien lit du fleuve. Lorsqu'ils ont ouvert les vannes du barrage Morelos, ça a été un moment unique, très fort.
car nous l'attendions depuis 15 ans. Et c'était enfin là. Après tout ce temps, vous pouvez imaginer comme nous étions heureux et touchés. On en avait les larmes aux yeux. L'événement a attiré les habitants des villes et villages environnants. Beaucoup d'entre eux n'avaient pas conscience de vivre au bord d'un fleuve. L'eau a peu à peu creusé son sillon, jusqu'à atteindre l'embouchure. L'eau douce verdâtre et l'eau de mer bleue se sont mélangées à nouveau. Les vannes du barrage sont désormais refermées. Pour Francisco Zamora, qui a piloté l'initiative pour l'Institut Sonoran, l'opération a été un succès car elle a fait renaître l'espoir. Le lâcher d'eau a montré qu'une nature laissée pour morte pouvait renaître, sous certaines conditions. L'ouverture des vannes n'est que le premier pas d'un projet beaucoup plus ambitieux. Il s'agit de redonner progressivement vie à des portions de plus en plus importantes de l'ancien lit. Et surtout, de le faire de manière pérenne. Une campagne de dons a permis à l'Institut Sonoran de récolter 10 millions de dollars qui sont utilisés pour replanter des milliers d'arbres. Mais pour que les arbres poussent, il leur faut de l'eau. D'où viendra-t-elle si les vannes du barrage Morelos restent fermées? Sans eau, on ne peut rien faire ici. Les défenseurs de la nature doivent absolument s'en procurer. C'est du côté mexicain de la frontière que Francisco a trouvé ce qu'il cherchait. Ici aussi, les agriculteurs utilisent l'eau du Colorado. Mais contrairement à leurs collègues des États-Unis, ils n'épuisent pas leurs droits jusqu'à la dernière goutte. Grâce aux dons récoltés, Francisco a pu racheter une partie de ses droits. Nous travaillons directement avec les agriculteurs. Bon nombre d'entre eux ont cessé de cultiver la terre et ne profitent pas de leurs droits sur l'eau. Les jeunes ne veulent plus être agriculteurs. Ils quittent la vallée pour la ville. Et il y a toujours des agriculteurs prêts à louer ou à céder leur quota d'eau. Le dispositif a quelque chose d'ubuesque. L'eau qui sert à arroser les arbres en aval du barrage Morelos est celle qui est détournée en amont de ce même barrage. Quand l'eau revient, la vie explose. Roseaux et autres plantes aquatiques prolifèrent. Les oiseaux et les insectes reviennent aussi. La ténacité des écologistes et l'appel aux dons ont fini par payer. Ce qui avait semblé définitivement perdu pendant des décennies a pu être réparé.
Les premiers arbres plantés atteignent aujourd'hui près de 10 mètres. Là aussi, ce n'est qu'une étape d'un projet de Francisco bien plus vaste. Mais il nécessite des quantités d'eau autrement importantes. Une nouvelle station d'épuration à proximité de la ville de Mexicali pourrait apporter la solution au problème. L'Institut Sonoran y a financé la création d'un lac bordé de roseaux qui assure un assainissement supplémentaire à l'eau épurée par la station. En contrepartie, cette eau vient alimenter le projet de la Fondation écologiste. L'eau est conduite vers un ancien bras du Colorado, le Rio Hardy. Maintenant que le Rio Hardy est à nouveau alimenté en eau, c'est un autre rêve qui va pouvoir se réaliser. Il devient désormais possible de s'attaquer au problème de la salinisation de l'estuaire. Pour permettre aux eaux du Rio Hardy d'aller aussi loin que possible, on ne lésine pas sur les moyens. Des pelleteuses sont utilisées pour creuser un chenal. L'arrivée de l'eau douce doit favoriser le retour de la faune et de la flore dans l'estuaire épuisé par le sel. Et Francisco compte bien prouver que son projet est plus qu'une utopie. Il a réuni des biologistes américains et mexicains, des donateurs importants et des politiques pour une visite de l'estuaire. But de la promenade, montrer que le projet commence à porter ses premiers fruits. Mais pour cela, il faudra se salir les pieds. Francisco est à la recherche d'une plante qui était très répandue dans l'estuaire avant sa salinisation. Mais pour l'instant, il n'y a pas la moindre tache de vert à l'horizon. Après une bonne heure de marche et de recherche, les voici enfin. Des austères, autrefois très nombreuses ici. C'est un premier succès. Les austères ne vivent qu'à la croisée des eaux douces et salées. Francisco en est convaincu. Bientôt, la zone sera à nouveau recouverte de tapis verdoyants. Pour cela, il est impératif que l'eau du Colorado arrive en plus grande quantité dans l'estuaire. C'est l'objectif des négociations que Francisco a entamées avec des responsables politiques des deux côtés de la frontière. Les protecteurs de la nature ont montré que l'on pouvait obtenir beaucoup avec de la ténacité et une exploitation intelligente des droits sur l'eau. Le projet pilote mené au Colorado peut inspirer des actions sur d'autres fleuves épuisés par les activités humaines. «
d'immenses nuées d'oiseaux ornent à nouveau le ciel de l'estuaire du Colorado. Ils pourraient être encore plus nombreux si on permettait au Colorado de redevenir ce qu'il a été. Un fleuve imposant, capable d'atteindre l'océan après un long voyage de 2300 km à travers les canyons et les déserts.